Bonjour mesdames, messieurs, ici François Manger, bienvenue à votre rendez-vous du jeudi, ce point de presse du CISAT pour faire l'état de l'évolution de la situation de la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue et l'évolution de la vaccination contre la COVID-19 également en Abitibi-Témiscamingue et ce à l'aube, du long congé de Pâques. Je vous fais le tour de la situation actuelle, 74 cas actifs dans la région, c'est 8 cas qui se sont ajoutés dans les 24 dernières heures. On parle de cas qui sont situés à Val-d'Or et Rouyn-Noranda, 4 de chaque côté. Le total au cumul des 74 cas, 24 de ces cas sont situés sur le territoire de la MRC de Rouyn-Noranda et 39 dans la MRC de la Vallée de l'Or. Au Témiscamingue, ce sont 9 cas qui sont répertoriés actifs en ce moment. 0 hospitalisation en Abitibi-Témiscamingue en ce moment. La vaccination qui a également commencé pour les 60 ans et plus, en fait, du moins la prise de rendez-vous pour cette vaccination-là qui a débuté sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. On vous rappelle que si vous êtes dans cette tranche d'âge, les informations apparaissent au bas de l'écran. Vaccination, c'est québec.ca/vaccin COVID. Donc, vous pouvez vous rendre à cette adresse-là pour l'ensemble de l'information et ça va vous mener vers le portail Clic Santé également. Je vous rappelle également, en attendant que cette conférence de presse qui commence dans quelques instants débute, que vous pouvez aller télécharger l'application Médiaté Plus au médiaté.app pour avoir toutes vos nouvelles. Et on a posé cette semaine une question au premier ministre François Legault. Je vous laisse entendre quelle était la question et quelle était la réponse. Une question de François Manger de Médiaté. La santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue décrivait aujourd'hui la situation comme étant fragile, notamment en raison de la prédominance du variant sud-africain. Est-ce que vous allez accentuer l'envoi de vaccins vers l'Abitibi-Témiscamingue au même titre que les régions annoncées hier? Bien, on ne peut pas comparer la situation. Hier, on a eu 7 nouveaux cas en Abitibi-Témiscamingue, dans toute la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on ne peut pas comparer la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec Québec ou Gatineau. Donc, pour l'instant, là, je pense pas qu'on peut justifier d'envoyer plus que leur proportion de la population en vaccin. Alors voilà, pas question pour le moment d'envoyer plus de vaccins en Abitibi-Témiscamingue alors que d'autres régions sont tournées au rouge ou du moins tournent au rouge. Aujourd'hui, certaines régions avec un rouge beaucoup plus foncé même, certaines villes qui ont été ciblées plus problématiques au Québec. En Abitibi-Témiscamingue, on saura de quelle façon la santé publique évalue la situation actuelle. Est-ce qu'on est toujours en contrôle de cette situation-là? On saura également comment va la campagne de vaccination. On posera assurément des questions à ce sujet. On posera des questions sur le fameux variant sud-africain et cette conférence de presse devrait débuter. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 1er avril. L'objectif de l'activité du jour est de présenter un bilan de la campagne de vaccination COVID ainsi que de dresser un état de situation épidémiologique. 4 porte-paroles s'adresseront à vous. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG, Mme Katia Châteauvert, directrice régionale de campagne de vaccination COVID, Dr Lise Landry, directrice de santé publique, ainsi que Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est encore un plaisir de pouvoir faire notre point de presse hebdomadaire avec vous, pouvoir partager certaines informations, répondre à certaines questions également. Donc, je ne pouvais pas ne pas revenir sur les différentes mesures qui ont été annoncées par notre premier ministre François Legault hier en lien avec l'évolution de la 3e vague au Québec. En fait, vous l'avez vu par les différentes informations qui ont été diffusées déjà dans les derniers jours. La 3e vague est bien installée au Québec, bien installée aussi en Abitibi-Témiscamingue avec une envergure qu'on maintient actuellement relativement sous contrôle, je vous dirais sous meilleur contrôle que probablement dans d'autres régions. Mais en fait, là, aujourd'hui, je pense que le message à retenir, c'est réellement de limiter nos contacts sociaux. On le voit, ça peut aller vite. On peut même se comparer à d'autres régions qui, même il y a 2 semaines, étaient comme nous en palier orange avec des situations de nouveaux cas par jour sous contrôle, le contrôle également de la transmission ou en tout cas de la transmission qui était connue à ce moment-là.
puis qui aujourd'hui vont se retrouver à partir de 20 heures ce soir avec des mesures de reconfinement importantes qu'on ne souhaite pas dans notre région, mais on n'est pas à l'abri de ça à partir du moment où nous aussi, c'est possible qu'il y ait une transmission là, qui s'installe davantage, puis à ce moment-là, qu'on demande effectivement ou qu'on se voit imposer différentes mesures de palier rouge ou même des mesures supplémentaires. Donc vraiment, là, c'est le message qu'il faut retenir. Troisième vague est bel et bien présente en Abitibi-Témiscamingue, de par les différentes mesures qu'on applique, de par le respect des mesures aussi par la population. Présentement, on est capable de maintenir notre palier orange, mais faisons tous ensemble pour être capable de limiter la transmission et y demeurer. Je voulais revenir aussi sur, justement, dans ces mesures-là de palier orange, on le sait, hein, les couleurs ont changé avec le temps, avec les derniers mois. Les mesures aussi d'assouplissement se sont succédées. Et donc, on observe qu'il y a une certaine confusion dans la compréhension de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. En fait, ce qu'il faut retenir, rassemblement privé, intérieur ou extérieur sur notre terrain privé, c'est interdit. Donc, pas sur le balcon, pas dans la cour, pas dans la maison, on reste en bulle familiale. Ce qui est permis, c'est les activités extérieures dans des lieux publics, donc dans la rue, au parc, dans un endroit public où on peut réaliser une activité sportive particulière dans un maximum de 12 personnes, mais toujours en respectant les mesures sanitaires, donc toujours avec une distanciation de 2 mètres. Ce qui veut dire que ce n'est pas des activités de proximité où on est à proximité de l'autre, de notre ami, de notre parent. On ne peut pas prendre de marche non plus avec le voisin ou avec son frère, sa sœur sur le trottoir côte à côte. C'est réellement de respecter les différentes mesures. Puis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est portez donc le masque. En fait, là, à partir du moment où on se dit qu'il faut respecter le 2 mètres, on le sait, on n'est pas toujours en train de mesurer ce fameux 2 mètres. Si on veut échanger avec la personne, on peut être tenté sans le vouloir même de se rapprocher. Donc, si tout le monde, on porte le masque, il va faire beau, on annonce une belle fin de semaine de Pâques, on va vouloir être à l'extérieur. Si on va dans un lieu où on sait qu'il y a quand même un certain regroupement, porter le masque, c'est une façon supplémentaire de se protéger en plus de la distanciation. Vous le savez, le variant sud-africain est vraiment prédominant en région. En fait, là, on est vraiment dans du presque 100% là, au niveau du variant sud-africain. Puis, en fait, on le sait toujours en décalage avec le criblage et le séquençage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est réellement le variant sud-africain, donc une plus grande contagiosité, transmissibilité là, du virus qui se fait entre nous. On le voit de par aussi le nombre de nouveaux cas qu'on a dans les dernières situations de transmission ou d'éclosion. Puis je vous dirais, ce qui est préoccupant aussi, c'est qu'il y a un plus grand pourcentage de nos personnes qui sont les plus vulnérables, qui ne sont pas toutes vaccinées à l'heure où on se parle, qui sont infectées par le virus. Donc, 28% actuellement là, des gens qui sont infectés, qui sont âgés de 60 ans et plus. Ça, c'est préoccupant parce que c'est ces gens-là qui peuvent compliquer du virus, qui peuvent développer donc des complications, nécessiter des hospitalisations, puis on ne l'espère pas, mais il y a certains qui en décèdent. Donc, vraiment, c'est pour eux particulièrement, mais également pour les plus jeunes, là, qu'il faut continuer à se protéger. On sait que c'est difficile, on sait qu'on est tanné, mais en même temps, c'est vraiment le dernier droit parce qu'à partir du moment où on va avoir une bonne couverture vaccinale, où on va être capable là, d'avoir bien protégé toute notre population, bien certainement qu'on va avoir non seulement des mesures d'assouplissement, mais graduellement une vie de plus en plus normale qui va reprendre dans le courant de l'année qui s'en vient. Actuellement, on a 2 usagers admis. On ne souhaite pas en avoir davantage ou beaucoup plus dans les prochaines semaines, mais notre nombre de cas actifs peut laisser présager que dans les prochaines semaines, ce nombre de personnes hospitalisées-là va augmenter. Donc, vraiment, là, soyez attentifs au respect des mesures. Ce sera peut-être votre voisin, votre parent, votre grand-parent qui sera infecté par le virus. Puis, il faut vraiment éviter des nouveaux cas qui vont compliquer, qui vont être hospitalisés, puis je ne l'espère pas, qui vont décéder. Donc, autre élément, on l'a entendu aussi avec les différentes mesures, il y a une perception d'incohérence, puis qu'on comprend très bien parce qu'effectivement, dans une situation, on peut être finalement en compagnie de quelqu'un là, dans un contexte particulier, comme à l'école, par exemple, avec les bulles classes, mais dans un autre contexte, on ne peut pas être au-delà d'avec notre bulle familiale. Donc, dans différents contextes comme ça, la population nous mentionne, il y a une perception d'incohérence entre les différentes mesures selon les secteurs d'activité ou les endroits. Puis en fait, il faut toujours se rappeler qu'on est dans un équilibre à maintenir. Puis toutes ces mesures-là
L'objectif premier, c'est de limiter les contacts sociaux parce que c'est comme ça qu'on se transmet le virus. Mais un coup qu'on se dit ça, il y a quand même tout un équilibre mental aussi à maintenir avec la santé des gens. On le sait qui est aussi une préoccupation actuelle dans le contexte de la pandémie. Puis il y a aussi d'autres enjeux qui s'additionnent, comme entre autres l'enjeu au niveau de l'éducation. Donc, pour s'assurer du succès de nos jeunes qui vont à l'école actuellement. Donc, différentes mesures qui, oui, peuvent sembler incohérentes quand on les compare l'une l'autre, mais ce qui est à retenir dans tout ça, c'est limitons nos contacts sociaux. On privilégie toujours la bulle familiale. Puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on va y arriver tous ensemble. Pour les vacances de Pâques, donc évidemment, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une belle période. Il annonce beau aussi dans la région là, pour les prochains jours. C'est certain qu'on va vouloir en profiter un peu. Profitez-en avec votre bulle familiale exclusivement. Donc, c'est vraiment là ce qui est attendu. Quelques activités extérieures, si c'est possible dans des lieux publics, on porte le masque, on respecte la distanciation sociale. Ce sera possible à ce moment-là d'en profiter. Puis, un rappel également que la Sûreté du Québec sera beaucoup plus présente sur le territoire, autant pour le contrôle routier que s'assurer du respect là, des différentes mesures intérieures, extérieures. Puis, vous le savez, et la population a toujours été invitée à le faire là, dans le contexte de la pandémie. Donc, si vous constatez qu'un commerce, qu'un groupe d'individus sont en infraction par rapport aux règles à appliquer, vous n'hésitez pas à appeler la centrale d'appel, la Sûreté du Québec, qui est le étoile 4141 avec nos cellulaires. Puis à ce moment-là, ils peuvent faire une intervention, une validation, un rappel du respect des mesures et s'il y a lieu, oui, remise d'infraction. Dernière information qui est quand même notre message d'espoir qu'on poursuit là, depuis les derniers mois, c'est réellement la vaccination qui se poursuit bien en région. Depuis hier matin, ouverture à l'inscription des 60 ans et plus. On vous l'a déjà dit, mais vraiment, là, c'est un beau message de cohésion de notre population parce qu'elle répond très bien à la vaccination. Déjà, depuis hier, on a plus de 7400 rendez-vous donnés pour cette population-là, des personnes âgées de 60 à 64 ans. Et je le rappelle, c'est toujours l'année de naissance qui est considérée, donc 1961 et avant. Puis, ce sera que dans quelques mois qu'on aura vacciné là, la majorité de notre population adulte qui aura souhaité avoir un vaccin première dose. L'objectif est toujours maintenu, 24 juin. C'est réaliste avec les doses qui nous sont attendues au niveau de la région également, tout comme pour le reste du Québec. Donc, sur ce, je vais rester disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci, Mme Roy. J'invite maintenant Mme Châteauvert à prendre la parole. Bonjour tout le monde, il me fait plaisir d'être avec vous en cette belle journée. Donc, je vais poursuivre là, dans la même veine là, de la vaccination. Donc, présentement, nous sommes à prendre les réservations pour notre population de 60 ans et plus. Donc, je répète que même si les gens ont 65, 70, 80, 85 et plus, toutes ces personnes-là ont la possibilité de prendre des rendez-vous. Je tiens à rassurer aussi la population qu'il y aura des rendez-vous pour tout le monde, mais il est possible que présentement, des rendez-vous ne soient pas disponibles dans une clinique à proximité de votre résidence. Donc, je vous rappelle que c'est possible de prendre votre rendez-vous dans une autre clinique en Abitibi-Témiscamingue ou bien de patienter à l'ouverture de nouvelles plages de rendez-vous qui vous seront informées. Donc, aussi, nous sommes à vacciner des travailleurs de la santé phase 1 et phase 2. Présentement, comme on priorise aussi les 60 ans, il y aura de nouvelles informations qui vont sortir sous peu pour vous informer s'il y a des nouvelles plages de disponibles pour les travailleurs de la santé phase 2. Une autre information, notre site de vaccination pour le secteur de l'Abitibi à Amos, dans le fond, est actuellement en déménagement. Donc, à compter de la semaine prochaine, jeudi le 8 avril, ce sera la première journée de vaccination dans notre nouveau site qui est situé au complexe sportif d'Amos, dans le fond, au club de curling. Donc, ça va être officiel à compter de la semaine prochaine. Donc, si vous pouvez transmettre l'information à votre entourage que ce n'est plus au centre de réadaptation, mais c'est plutôt au club de curling. Autre information, nous sommes aussi à la planification de nos deuxièmes doses. Donc, je rappelle à la population qui sont en attente de leur rendez-vous deuxième dose de ne pas contacter la ligne sans frais. C'est plutôt des téléphonistes de l'établissement qui sont à faire ces appels et ça va se poursuivre aussi durant la fin de semaine. Donc, en fin de semaine, il va y avoir encore des personnes qui vont être contactées pour leur rendez-vous deuxième dose. Je rappelle que pour la prise de rendez-vous,
Il y a le site Internet qui est une façon très simple de prendre votre rendez-vous via Clic Santé ou la ligne sans frais 1-877-644-4545. Je tiens à remercier la population de leur patience pour la vaccination et on est vraiment fiers que notre population répond si positivement à la vaccination, ce qui va faire en sorte de nous aider à contrôler notre situation épidémiologique. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par la suite. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à Dr. Landry. Oui, bon après-midi tout le monde. Merci d'être présente de façon régulière à nos points de presse et transmettre les informations à notre population. J'irai en continuité avec le bilan de la vaccination. Sarah, si tu veux bien présenter. Comme vous voyez, on est près de 22 000 doses administrées, qui représentent à 15,2 de la proportion de la population qui est vaccinée. On est très, très content de ça. Et comme vous voyez avec la tarte, la vaccination de masse prend de plus en plus de place. 60 des doses, 25 à travers de la santé, 10 pour les résidences, personnes âgées, 3 dans les CHSLD et 2 pour les ressources intermédiaires, ressources de type familial. C'est le portrait actuel. Comme vous voyez, la colonne bleue, ce sont les premières doses qui sont reçues. Donc, vous voyez, pour les catégories d'âge 80, 84, 85 ans, nous avons atteint plus que 75 %. Il y a encore des gens à vacciner prochainement. 75, 79 ans aussi, ça va super bien. Il reste plus de la moitié vaccinée et avec les rendez-vous pris, on va même dépasser le 90 %. 70, 74 aussi va bon train. 65, 69 ans, on a commencé à vacciner également et plusieurs rendez-vous de pris pour dépasser également la cible. Et parmi ces doses-là, j'en fais partie. J'ai reçu mon vaccin lundi dans la MRC de l'Abitibi. Je peux vous dire que c'est très bien rodé, ça va super bien. Puis, j'ai reconnu plusieurs collègues, anciens collègues à la retraite. Je les ai reconnus malgré leur masque. Je tiens à les remercier beaucoup de leur implication. Là, c'est assez extraordinaire. Et j'imagine que c'est pareil dans tous les territoires. Et aussi, je tiens à remercier, si vous voyez la prise de rendez-vous ici, je vais vous expliquer. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est pour comparer de semaine en semaine. Donc, on a la colonne bleu pâle, c'est la semaine précédente. Bleu plus foncé, ce sont les vaccins qui ont été reçus cette semaine. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même une bonne augmentation pour la catégorie d'âge. À 75, 79 ans, 70, 74 et 65 à 69 ans. Et vous voyez la prise de rendez-vous. Là, je tiens à remercier tous les gens qui travaillent, les téléphonistes là, qui prennent, je pense qu'on a dit tantôt, 7000 rendez-vous, c'est quand même assez extraordinaire. J'aimerais aussi réitérer les messages de Caroline. Je pense que personne qui a le goût en Abitibi de retourner en zone rouge. La seule façon de maintenir le palier d'alerte actuel, c'est vraiment de respecter rigoureusement les mesures sanitaires. Et je fais appel là, à la fierté des gens de la région, à votre solidarité. Je sais que c'est des gens qui se démarquent en région. Alors, la santé publique a vraiment besoin de votre collaboration. Il faut poursuivre ce que nous faisons maintenant. Et je réitère, on a encore des retards parfois dans le dépistage. Les gens ont des symptômes qui s'apparentent au rhume et ils ne s'imaginent pas que ça peut être ça, mais je vous prie de vous isoler et de vous faire dépister le plus rapidement possible. C'est très, très important. Vous pouvez aller sur le site Internet. Il y a un outil d'auto-évaluation qui est très bien fait. C'est plus vite de prendre un rendez-vous en ligne. Vous allez avoir votre résultat plus rapidement. Alors, je réitère l'importance d'un dépistage rapide. Ça permet à nos équipes de santé publique de faire un traçage le plus rapidement possible et d'isoler les cas. De toute façon, le docteur Sobanjo va vous parler de l'importance de ça. Puis, je ne répéterai pas toutes les mesures que Caroline a dit tout à l'heure, mais s'il y en a une à retenir, c'est bien d'éviter les rassemblements privés à domicile. C'est là que ça se passe actuellement, la contagion.
C'est important. La seule exception, si c'est une personne qui réside seule avec ses enfants, peut toujours les rejoindre une bulle familiale, mais pourvu que cette bulle-là soit toujours la même. Alors, profiter du beau temps à l'extérieur. On peut aller jouer dehors en respectant les distances et porter le masque. Alors, merci beaucoup de votre collaboration. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Dr. Landry. J'invite maintenant Dr. Sobanjo à compléter l'information. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter des données et le portrait épidémiologique. Donc, dans les dernières 24 heures, c'est 8 cas qui se sont ajoutés au bilan, qui fait en sorte que maintenant, nous avons 810 cas enregistrés pour la deuxième vague en Abitibi-Témiscamingue. De ces cas, 4 se sont confirmés dans l'MRC de Vallée-de-l'Or et 4 dans l'MRC de Rouyn-Noranda. Nous avons actuellement 74 cas actifs en région. Donc, nous avons 39 dans l'MRC de Vallée-de-l'Or, 24 dans l'MRC de Rouyn-Noranda, 9 dans l'MRC de Témiscamingue et moins de 5 dans l'MRC d'Abitibi. Vous pouvez constater dans les dernières semaines, dans les derniers 7 jours, ce sont 55 cas qui se sont ajoutés à notre bilan. Et de ce nombre, on a maintenant doublé le nombre de cas actifs parce que la semaine dernière, nous n'avons que 30 cas actifs. Maintenant, nous sommes à 74 cas actifs. Également, on constate que de ce nombre de nouveaux cas qui se sont ajoutés dans les derniers 7 jours, près de 30% sont âgés 60 ans et plus. Ce sont des populations qu'on sait qui sont susceptibles d'avoir des complications. Donc, on n'aime pas savoir qu'on n'a pas pu protéger ces personnes-là. Également, on a eu une augmentation du nombre de cas confirmés qui sont associés aux variants. Je vous rappelle que souvent, lorsqu'on reçoit les confirmations par séquençage, ces personnes sont tous déjà rétablies. Nous avons 15 autres confirmations. Nous avons eu 15 autres confirmations cette semaine qui portent le nombre de cas confirmés associés aux variants sud-africains à 115 et le nombre total des cas probables, présomptifs et confirmés associés aux variants, c'est 186. Donc, un autre 8 a été ajouté dans les dernières semaines. Également, nous avons confirmé 4 nouvelles éclosions en Abitibi-Témiscamingue et nous avons actuellement 8 éclosions en cours. Le nombre de dépistages, on a eu une moyenne de 312 dépistages par jour pour un total de plus de 2000 tests dans la dernière semaine. Vous pouvez, si vous vous souvenez bien, on a augmenté la capacité dans plusieurs MSC pour répondre aux besoins de dépistage de la santé publique et pour la population qui présentait des symptômes. C'est important aussi de mentionner qu'on constate dans nos enquêtes que les personnes qui sont infectées sont les proches des cas confirmés. C'est les personnes qu'elles auraient aimé protéger. Donc, au cours de long congé pascal, on a encore une autre occasion de protéger les personnes qui nous sont chères. C'est une opportunité pour nous de décider, de choisir de ne le pas voir physiquement, mais de privilégier des moyens virtuels de passer du temps avec eux. C'est important également, ceux qui doivent accueillir soit leurs enfants ou des personnes qui arrivent d'une autre région, bien que ce n'est pas recommandé, si vous allez le faire, c'est important que ces personnes restent dans le boule qui les accueille et ne côtoient pas d'autres personnes à l'extérieur de la maison qui les hébergent. Merci beaucoup. Merci, Dr. Sobanjo. Nous en sommes à la période de questions. Pour faciliter le déroulement, je vous invite, s'il vous plaît, à nommer le porte-parole auquel vous adressez vos questions. La première question, M. François Munger, Médiaté. Oui, ma question s'adresse à Mme Châteauvert et à Mme Roy. En fait, actuellement, quand quelqu'un de 60 ans et plus tente de prendre un rendez-vous, par exemple dans la MRC d'Abitibi, ça nous mène déjà au mois de mai. On sait que la date du 24 juin, elle approche extrêmement vite. De quelle façon on va réussir à vacciner tout le monde dans le délai qu'on s'est donné? Et est-ce qu'on va commencer un jour à vacciner dans toutes les MRC en même temps? Parce que c'est toujours pas le cas. Bonjour, merci pour votre question. Donc, actuellement, nous vaccinons dans toutes les MRC, peut-être pas à tous les jours dans toutes les MRC. Dans le fond, c'est selon les arrivages de vaccins que nous avons.
Donc, plus le nombre de vaccins va augmenter, plus le nombre de journées vont augmenter aussi dans chacune des MRC. Donc, pour votre question, de dire est-ce qu'on arrivera d'ici le 24 juin, c'est, dans le fond, c'est ce qu'on s'attend avec les arrivages qui sont prévus là, au Québec là, pour les 2 prochains mois, que nous allons atteindre, dans le fond, l'ensemble de la population adulte pour le 24 juin. Donc, pour le moment, on est positif par rapport à ça. Merci, Katia. Puis en fait, je vais compléter, c'est qu'on sait qu'en nombre global, pour le nombre de vaccins attendus pour le Canada et donc pour le Québec, on y arrive au 24 juin, on aura suffisamment de doses là, de vaccins qui nous sont confirmés. Ce qu'on n'a pas comme information, puis qui ne nous permet pas actuellement d'ouvrir des cliniques, c'est le nombre de doses exactes qu'on reçoit et la journée à laquelle on les reçoit. Ce qui ne nous permet pas actuellement d'ouvrir là, des cliniques pour des rendez-vous, parce qu'à partir du moment, puis on l'a déjà dit, mais à partir du moment où une personne s'inscrit à un rendez-vous de vaccination, c'est qu'on a la confirmation qu'on aura un vaccin à son nom cette journée-là. Donc, c'est vraiment la donnée qui nous manque en précision pour être capable d'ouvrir toutes les plages jusqu'au 24 juin et au-delà pour la vaccination de la population adulte. Mais vraiment, là, dans les doses qui sont confirmées au Québec jusqu'à cette date-là, c'est nettement suffisant pour avoir atteint cet objectif-là. Merci beaucoup. Prochaine question, Mme Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Bonjour à tous. Je poursuivrai sur le thème de la vaccination. Quelques questions, notamment, est-ce qu'on a l'intention de mettre à contribution les entreprises, comme ça a été demandé? Je sais qu'il y en a dans la région qui ont déjà levé la main, ou encore les pharmacies. Est-ce que ça se fait déjà ou ça va se faire dans les prochains temps? Puis, en sous-question, peut-être, est-ce qu'on pourrait perdre des vaccins au profit des régions les plus touchées? Comme on l'a vu, là, Montréal a envoyé des doses, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on a cet enjeu-là dans la région? Donc, merci pour les quelques questions. Donc, concernant les entreprises, effectivement, on est au courant qu'il y a des entreprises qui ont levé la main. Dans le fond, les démarches sont actuellement faites avec le ministère et on attend, dans le fond, de l'avancement à cet effet-là. Et la même chose pour les pharmacies. On sait aussi qu'il y a des pharmacies en région qui ont levé la main. Et les démarches sont aussi en cours là, pour la vaccination dans les pharmacies à l'extérieur là, des grands centres comme Montréal et Québec là, pour les autres régions de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on est toujours aussi en attente là, du développement par rapport à ça, mais c'est sûrement des choses qui vont pouvoir se réaliser dans notre région. Et peut-être me repréciser votre dernière question. C'était par rapport à perdre des vaccins pour d'autres régions plus touchées. OK. Pour le moment, nous avons pas été touchés là, par ce rapatriement. Là. C'est vraiment la région de Montréal qui a été touchée là, pour répartir des vaccins afin de rejoindre les populations à risque là, de façon équitable à la grandeur du Québec. Là. Fait que non, pour le moment, nous, on n'est pas touchés par du rapatriement de vaccins. Merci beaucoup. Prochaine question en provenance du public. En fait, dans un endroit public, lorsque le 2 mètres est respecté, combien de bulles familiales différentes peuvent se réunir et combien de personnes différentes peuvent être incluses dans ce regroupement? Merci pour la question. C'est difficile à vous donner une réponse précise parce que ça dépend de la capacité de lieu où les personnes se trouvent. Mais c'est important que entre chaque bulle familiale, il y a au moins 2 mètres de distance. Et on doit s'assurer que la capacité permet d'avoir plusieurs bulles en s'assurant de bien respecter cette distanciation physique. Donc, ça dépend de quel lieu vous restez. Merci. Philippe Doherty, CKVM. Oui, alors, question pour Dr. Omobola Sobanjo. On sait que seuls les cas qui sont résidents de la région sont comptabilisés. Donc, avec l'éclosion qu'il y a au Témiscamingue, plusieurs personnes qui proviennent de l'extérieur de la région ont été infectées. Sait-on combien de personnes au total ont été contaminées dans cette éclosion? Merci pour votre question. Et effectivement, pour l'éclosion actuellement, vous parlez de l'éclosion en lien à lesquelles? L'éclosion de Ville-Marie.
Oui, parce qu'il y en a 2 éclosions dans la MSC de Témiscamingue. Nous avons confirmé premièrement une éclosion liée à un chantier de construction avant de savoir que finalement c'était plus lié à une activité précise. Donc, pour l'activité précise, le nombre total des cas confirmés est 14. D'accord. Là, on parle, dans le fond, que le lieu d'éclosion ne serait plus le chantier de construction, c'est bien ça? Exact. Les 2 éclosions sont liées. Et le deuxième lieu d'éclosion, ce serait? On a confirmé qu'il y a une éclosion associée à une activité qui a eu lieu dans un établissement de restauration dans l'MSC de Témiscamingue. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, Madame Lily Mercure, RNC Média. Oui, bonjour. Donc, ma question s'adresse à Mme Roy ou à Dr Sobanjo. On a vu qu'à Montréal, avec la montée du variant britannique, il y aurait de plus en plus de jeunes qui sont aux soins intensifs. Est-ce que vous avez remarqué qu'avec le variant sud-africain, les jeunes ici qui contractent la COVID ont des plus grands symptômes? Est-ce que vous avez vu une différence dans le type de symptômes qu'ils contractent? Actuellement, pour les symptômes, je laisserai ma collègue répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des cas en hospitalisation, on n'a pas ce même constat-là pour le moment avec les cas en région. En fait, c'est peut-être dans les prochaines semaines qu'on va pouvoir faire ces constats-là. Oui, c'est une préoccupation qu'on a parce que, comme vous le nommez, dans d'autres régions ou dans d'autres provinces, on constate que les gens un peu moins âgés que 60 ans, donc population adulte en général, sont maintenant hospitalisés. Des hospitalisations aussi qui sont prolongées, donc de quelques semaines, qui n'étaient pas le profil qui était constaté là, avec la première ou la deuxième vague. Donc, c'est certain qu'au niveau de la capacité du réseau de la santé et services sociaux, si c'est ce qui se produit dans les différentes régions du Québec, il y a une préoccupation là, qui est accrue. Parce qu'à partir du moment où les gens sont hospitalisés plus longtemps, bien, on le sait que sur un cheminement de différentes semaines, on va avoir une accumulation de personnes hospitalisées, que ce soit dans les unités de médecine ou dans les unités de soins intensifs. Mais présentement, c'est pas un constat qu'on a dans la région. J'espère qu'on ne constatera pas ça non plus dans les prochaines semaines en Abitibi-Témiscamingue avec le variant sud-africain. Quant aux symptômes, je laisserai Dr Sobanjo répondre. Merci. Effectivement, les symptômes sont les mêmes. On constate que le constat, c'est que les gens ont tendance à être symptomatiques. C'est-à-dire, on a moins de personnes qui ne présentent aucun symptôme, mais ce sont les mêmes symptômes qui ont été associés au virus initial, c'est-à-dire difficultés respiratoires, la toux, la fièvre, fatigue, mal de gorge, malaise, des douleurs thoraciques. Donc, des mêmes symptômes avec des variations selon la personne, mais ce sont les mêmes symptômes. Merci. J'enchaîne avec une question du public. Pourquoi les travailleurs en provenance de l'extérieur ne sont pas tous testés lorsqu'ils viennent travailler en Abitibi-Témiscamingue, comme c'est le cas dans les mines? Donc, merci pour la question. Première chose, c'est que on a des travailleurs qui viennent de toutes sortes d'endroits. On ne le dépiste pas parce qu'un test de dépistage n'est pas une mesure de prévention. Le test de dépistage permet de faire un diagnostic. Donc, si on fait le test, il nous informe la journée même quel est l'état de la personne. On a eu des personnes qu'une journée, ils ont passé un test, le test est négatif. Le lendemain, la personne développe des symptômes et la personne devient positive. Donc, c'est toujours important de ne pas mettre trop d'emphase sur le test. Le test devient utile lorsque la personne présente des symptômes ou lorsque la personne a été en contact avec quelqu'un qui présente des symptômes ou qui a confirmé un diagnostic ou lorsque une éclosion a été confirmée. Deuxième élément, ce qui protège et ce qui prévient la transmission des virus, c'est des mesures préventives. Dans tout le milieu de travail, les communications ont été faites depuis le début de la pandémie et se poursuivent. À chaque fois qu'il y a une mise à jour des consignes ou des mesures à respecter, ces informations sont transmises à nos milieux de travail. Et dans ces endroits, les gens savent quoi respecter les mesures de protection individuelle, la distanciation, les barrières physiques, tout ce qui doit être mis en place pour protéger et pour prévenir une transmission sur les lieux. Je vous rappelle d'ailleurs que depuis le début de la pandémie,
en Abitibi-Témiscamingue, nous n'avons que 54 éclosions confirmées. Et ces éclosions ne sont pas nécessairement tous au milieu de travail. On a dans d'autres milieux. Donc, ça indique qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans notre façon de faire parce qu'on a des milliers de travailleurs qui viennent des autres régions sur nos territoires, mais nos employeurs arrivent à contrôler une transmission dans le milieu de travail. Merci. La prochaine question, M. Munger. Oui, dans le fond, on le voit évoluer depuis déjà plusieurs semaines, voire mois, ce variant sud-africain. Est-ce qu'on a remarqué certains trucs au niveau de la transmission? Donc, est-ce que le masque est aussi efficace, la désinfection des mains? De quelle façon il se comporte, ce variant-là? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. On constate, ce qu'on constate, c'est que oui, les mesures d'hygiène de main, ça protège. Et le masque aussi protège, mais il faut une bonne qualité de masque. Donc, c'est important. On voit que dans des situations où les gens portaient des couvre-visage, ou soit qu'une personne portait, l'autre ne portait pas, c'est-à-dire la personne infectée portait un masque ou l'inverse, on voit que la transmission se passe quand même. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'une communication a été envoyée à nos milieux de travail pour les informer d'une recommandation de la santé publique d'une porte de masque de qualité, donc masque certifié par tous les travailleurs en tout temps. Donc, c'est pas juste le barrière physique, c'est pas juste la distanciation, mais d'ajouter le port de masque parce que si la personne est infectée et la personne en contact avec lui porte un masque, on voit qu'il y a une protection. Mais dans des situations que cela n'est pas le cas, on voit qu'il y a une transmission plus importante. Donc, c'est le même principe. Donc, si quelqu'un veut être plus protégé, plus certain de la protection que la personne aurait, si la personne peut en procurer des masques de qualité et on peut le savoir parce que c'est marqué sur la boîte que c'est conforme, c'est certifié par la Santé Canada, entre autres, on va pouvoir aussi augmenter le taux de protection plutôt d'utiliser des masques en tissu parce que les masques en tissu ne sont pas validés. Merci. J'invite maintenant Mme Luneau à poursuivre. Ça a été annoncé cet après-midi, nos voisins ontariens vont retourner dans un confinement strict à partir de samedi. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'échanges là, entre les deux régions, notamment au Témiscamingue et à Rouyn-Noranda. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui vont être prises? Est-ce qu'il devrait y avoir des consignes données à nos gens ou encore aux gens de l'Ontario qui sont habitués de venir chez nous? C'est le même message, c'est-à-dire la raison pour laquelle les autres retournent dans un confinement, c'est parce que la situation est préoccupante. Et c'est le même message, même au Québec, même en Abitibi. Pour l'instant, oui, on peut se permettre de continuer à faire des choses, mais tout le monde doit se rappeler qu'on doit faire attention. Donc, c'est important pour nous de ne pas côtoyer ces gens-là. Je pense qu'aux autres aussi, le message, c'est important qu'aux autres aussi restent dans leur région. Et je sais que c'est ça, les communications qui vont être communiquées par leur région. Mais pour nous, ce qu'on doit faire, c'est d'éviter d'avoir des interactions avec des gens qui arrivent des autres régions, de rester dans notre groupe familial et de s'assurer que lorsqu'on est en présence des personnes avec qui on ne réside pas, on garde nos distances et on porte un masque au couvre-visage de qualité. Merci. Madame Mercure. Oui, donc une question probablement pour Mme Châteauvert ou Dr Sobanjo. Donc, il y a des études qui ont été faites là, qui ont démontré que le vaccin Pfizer était plus efficace en fait contre le variant sud-africain. C'est des études qui ont été faites par la pharmaceutique. Est-ce qu'on pourrait voir l'Abitibi-Témiscamingue recevoir plus de vaccins Pfizer et donc moins de vaccins Moderna? Merci beaucoup pour votre question. C'est des données encourageantes, quoique préliminaires, qu'on commence à voir qu'effectivement, le vaccin Pfizer garde son efficacité même face aux variants sud-africains. On va continuer à surveiller, mais bien évidemment, ça indique que c'est les vaccins messagers ARN, parce que c'est le même formule, c'est le même type de vaccin, le Moderna et le Pfizer. Donc, ça nous indique que les deux vaccins qu'on a choisi de continuer à distribuer dans notre région vont aider à protéger notre population.
Merci. Monsieur Belzile. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Oui. Oui, ma question était pour Mme Roy. En fait, c'est en lien avec la décision qui a été prise hier pour ajouter des règles, si on veut, aux agences de placement de personnel. C'est sûr qu'en région éloignée, ça peut avoir des impacts particuliers concernant qu'on inclut maintenant l'hébergement là-dedans, les frais de repas, etc., quand on parle d'un montant maximum. Je voulais savoir si vous avez des inquiétudes par rapport à ça. Bien, merci en fait de poser la question. On est actuellement à mesurer l'impact de l'application de ce nouveau décret pour mieux encadrer l'accès puis l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante dans le réseau public de la santé et services sociaux. La volonté étant bien nommée là, de réduire l'utilisation et surtout de cesser l'exode du personnel du réseau public vers les agences là, privées en santé et services sociaux. Ça couvre certains contrats, donc pas tous les contrats actuellement qui sont en signature avec les établissements du réseau, dont le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis oui, il y a des préoccupations qu'on a parce qu'effectivement, actuellement, on est dépendant pour plusieurs de nos services de l'accès à cette main-d'œuvre indépendante. Donc, c'est nécessaire de bien encadrer, mais c'est nécessaire aussi de faire une transition vers une moins grande utilisation, puis cet exode-là qui est observé actuellement là, du public vers le privé. Il y a plusieurs réflexions puis plusieurs analyses qui se font quant à l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante parce que ce qui est fait dans les différentes régions est différent, puis les constats sont différents également si on se compare, par exemple, avec des régions urbaines ou à d'autres régions éloignées. Mais tout ça est en train d'être pris en compte parce qu'au-delà de l'état d'urgence sanitaire, bien, il y aura une suite à la pandémie et à ce moment-là aussi, on va être confronté à cette réalité-là là, de la main-d'œuvre indépendante qui a vraiment pris une très grande croissance pendant le contexte de la pandémie. J'invite maintenant M. Munger à adresser une question. Oui, donc ma question sera à volet multiple et elle va concerner le traçage. Comment ça se passe actuellement au niveau des cas qui ont été dépistés? On en a vu dans plusieurs MRC dans les derniers jours. Comment va le traçage? Combien de personnes entourent les contacts de ces gens-là ou à peu près? Et il est où le point de rupture où la zone rouge pourrait être pas loin, là? Merci beaucoup pour votre question. Donc, il y a eu le traçage. Donc, heureusement, on continue à être en mesure de lier la majorité de nos cas. Donc, 90%, on est capable de les lier à des cas déjà confirmés. Toutefois, on a quelques-uns pour lesquels on continue, on poursuit, on élargit, on essaye de trouver d'où ça peut avoir arrivé l'infection. Mais la majorité, on est capable de le faire. Au début, vers la fin de la semaine dernière, au cours de la fin de semaine, on constatait qu'en moyenne, on avait environ 15 à 20 contacts par personne. Mais dans les derniers jours, le nombre de contacts par personne est en diminution, probablement parce que moitié des cas qu'on a confirmés hier, par exemple, c'était des personnes qui étaient déjà en isolement. Donc, lorsque les gens sont en isolement, déjà le nombre de contacts diminue. Il se peut que ce soit juste les personnes avec qui ils résident, pour lesquelles il était difficile à se séparer. Et dans ces situations, souvent, toute la famille est déjà en isolement. C'est juste, ça va prendre quelques temps avant que les autres deviennent positifs, si ça va arriver. Mais en général, on arrive à le faire. Ça nécessite beaucoup plus des efforts, beaucoup plus d'appels de la santé publique parce que des fois aussi, on doit élargir. Donc, on va appeler beaucoup plus de monde. On va leur demander de passer une thèse de dépistage et avec le résultat qu'on reçoit, on est capable des fois de limiter en disant, OK, finalement, vous pouvez commencer à reprendre vos activités alors que c'est juste ce groupe plus restreint qui va demeurer en isolement 14 jours. Donc, il y a plus, et je vais profiter de l'occasion de solliciter la collaboration des entreprises ou des employeurs parce que des fois, on doit placer leurs employés en isolement temporairement jusqu'à temps qu'on termine notre évaluation avant de pouvoir dire s'ils vont passer aux 14 jours d'isolement où ils vont pouvoir reprendre leurs activités.
Dr. Sobanjo, 2 autres questions pour vous en provenance du public. D'abord, quels sont les vaccins administrés en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce qu'AstraZeneca est encore suspendu? Et également, est-ce qu'il y a d'autres variants que le sud-africain présent en région? Donc, merci pour ces 2 questions. Il y a 2 vaccins qui sont administrés en Abitibi-Témiscamingue, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna. Les 2 sont des vaccins à base ARN messager. Deuxième question, le variant qui ont été confirmés, tous les cas confirmés par séquençage sont de variants sud-africains. Toutefois, nous avons actuellement des cas présomptifs qui sont en attente de séquençage. Donc, on ne le sait pas encore quel variant s'agit-il, mais ils sont présomptivement liés au variant. Merci beaucoup. Autre question du public. Combien de cas sont actifs dans les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas, ce chiffre-là, mais je pourrais vous confirmer qu'on n'a qu'une école pour laquelle on a des classes fermées. Donc, au milieu scolaire, ça va mieux. Comme je vous ai nommé au début de mon échange, près de 30% de nos cas sont des personnes 60 ans et plus. Donc, on a moins des cas des derniers jours. Le pourcentage qui sont de 0 à 19 ans, c'est 25%. Donc, et il y en a qui étaient déjà en isolement. Mais je ne peux pas vous dire exactement combien des enfants ou des élèves du milieu scolaire malades. Merci. Monsieur Munger, vous avez une autre question? Les 2, je reviendrai sur la fin de ma dernière question. Elle est où la ligne au niveau de la zone rouge par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement? Et j'en aurai une petite dernière après ça. Merci beaucoup. Je vais débuter. Je vais laisser ma directrice terminer. Mais pour l'instant, on voit que oui, il y a eu une augmentation de cas, mais le moyen pour nous, c'est entre 8, 9, 10 cas par jour. Ça, c'est beaucoup plus qu'on veut avoir, mais on est quand même capable de faire le traçage, comme vous avez posé comme question dernièrement. On espère que ça va diminuer et qu'on va continuer à être en mesure de garder le contrôle. La raison pour laquelle on aimerait ça, c'est premièrement parce qu'on veut que nos populations, nos citoyens peuvent vivre en beau et peuvent profiter du beau temps et de pouvoir faire aussi rouler l'économie en beau dans notre région, sans pour autant le fermer. Deuxième raison, c'est parce qu'on ne veut pas, des fois, c'est qu'on voit pendant la période de fête ou les 3 semaines suivant la période de fête, on a continué à avoir des cas, mais des fois, les gens ne nous disaient pas toutes les vérités. Donc, il y a des gens qui se cachaient pour faire des rassemblements, pour faire des choses où ils se voyaient, mais ils ne le disaient pas. C'était pour ça qu'on avait eu une montée des cas et ça a été difficile à contrôler. Quand les gens n'ont pas l'opportunité de rien faire, ça fait en sorte que des fois, il y en a qui vont commencer à faire des choses et ça va rendre le travail de la santé publique plus difficile. Donc, c'est les 2 raisons pour lesquelles, pour l'instant, on aimerait que les gens puissent faire des choses et puissent être à l'aise de nous dire où ils ont vu ou avec qui ils sont allés au restaurant, mais de continuer à garder un contrôle sur la situation épidémiologique. Je laisse Dr. Landry. Oui, voilà, je pense que ça fait une réponse très complète. Aussi, il faut tenir compte de la capacité aussi notre capacité de lit aux soins intensifs et à l'unité hors soins intensifs également. Mais pour l'instant, je suis très confiante que si la population respecte les consignes sanitaires du palier orange, collabore avec la santé publique lors des enquêtes, va se faire dépister rapidement, honnêtement, j'ai confiance qu'on est capable de rester en palier orange et même éventuellement de retourner au jaune. Ce qui nous fait rester à l'orange actuellement, c'est vraiment l'histoire du variant et que récemment, on a eu quand même des éclosions, vous le savez, là, d'une hausse de cas dans le territoire de Témiscamingue, Rouyn-Noranda, etc. L'autre, c'était Amos, Val-d'Or. Fait que le virus, il circule partout en région. Il faut être extrêmement vigilant. Fait que, voilà, en complément. Merci, Dr. Landry. Dr. Sobanjo, quelqu'un du public demande si une personne a des symptômes et qu'elle est testée négativement, peut-elle se présenter en personne à son travail? Donc,
Merci, c'est une très bonne question. Donc, lorsque quelqu'un commence à avoir des symptômes, c'est important de passer un test. Lorsque la personne va recevoir le résultat, si la personne reçoit un résultat négatif et les symptômes persistent, c'est important de rester en isolement et de retourner passer un autre test, le 48 tests suivant. Parce que des fois, si le test est fait trop tôt, il se peut qu'on échappe. Donc, le charge viral, la proportion de virus qui est dans l'échantillon est trop faible que des fois, on ne le trouve pas. Mais si la personne retourne pour nos tests dans 2 jours, 48 heures plus tard, on va pouvoir le détecter parce que le charge viral va avoir monté assez pour que le test puisse le détecter. Donc, les personnes qui continuent à avoir des symptômes malgré un test négatif, c'est important de demeurer en isolement et de retourner pour nos tests. Toutefois, si la personne passe un test, le résultat est négatif et les symptômes sont résolus, la personne peut reprendre ses actes. Merci. Avant de clore le point de presse, je laisse M. Munger adresser une dernière question. C'est ma dernière, c'est promis. Il y a 2 optométristes de la région qui nous ont contactés nous disant, concernant les travailleurs phase 2, qu'il y a des optométristes de Val-d'Or qui avaient été vaccinés, ou du moins qui avaient leur rendez-vous. Je ne sais pas si ça avait été vacciné, là, mais de ce côté-là, et que quand eux ont appelé, se sont fait dire « Non, c'est pas votre tour encore ». Est-ce qu'on peut préciser cette situation-là? Oui, bonjour, merci de votre question. Effectivement, il y a certains travailleurs phase 2 hors du CISAT qui ont eu accès à de la vaccination, mais présentement, nous n'avons pas de plage disponible là, pour les travailleurs phase 2, mais oui, c'est arrivé qu'il y a quelques travailleurs qui ont eu accès. Alors, ça mettrait fin au point de presse du jour. Encore une fois, merci énormément à nos porte-paroles. Merci à vous tous d'être présents avec nous et un très bon congé de Pâques là, à tous. Merci. Merci. Bon long week-end. Merci. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin à ce point de presse de la semaine du CISAT. On est quand même optimiste au niveau de la zone orange, de le demeurer en orange. On rappelle la situation, donc 2 hospitalisations, c'est la modification à l'information que je vous ai donnée tantôt. Donc 2 hospitalisations, 74 cas actifs, un ajout de 8 aujourd'hui, 4 dans la MRC Vallée-de-l'Or, 4 dans le secteur de Rouyn-Noranda. On est actuellement à vacciner les personnes de 60 ans et plus. Il y a des territoires où c'est présentement impossible d'avoir un rendez-vous. On nous dit qu'il y aura des plages qui seront ajoutées prochainement. Le variant, évidemment, qui est très présent en Abitibi-Témiscamingue, ce variant sud-africain, évidemment. On ne vaccine pas à 100% dans l'ensemble des centres de vaccination dans toutes les MRC en même temps, mais on vaccine au maximum de notre capacité en termes de vaccins en Abitibi-Témiscamingue en ce moment. On vous rappelle, si vous avez des symptômes de la COVID-19, vous vous rendez au covid19.quebec.ca ou encore appelez au 1-877-644-4545 pour obtenir un rendez-vous de dépistage. Et là, je regarde dans les différents commentaires si on peut répondre à des questions. Malheureusement, je ne vois pas vos messages. Petit problème technique de ce côté-là. Alors, si jamais vous avez des questions au courant de la semaine, vous pouvez nous les faire parvenir aux nouvelles avec un s@mediaté.ca ou encore via notre application Mediaté Plus. Si vous téléchargez l'application, il y a une belle section pour nous contacter dans cette application-là. Vous vous rendez au mediaté.app. Pour les gens qui sont en direct avec nous sur le web, on va continuer de vous présenter dans les prochaines semaines l'évolution de cette situation-là en temps réel et vous pouvez poser vos questions directement sur les diffusions en direct. On tente de les lire quand ça fonctionne bien. Et pour les gens qui sont avec nous sur les ondes de TVC7, on vous retourne à la programmation également. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon congé de Pâques.